Merci Émilie, bonjour à toutes et à tous. Voilà, rentrons directement dans le vif du sujet après cette brillante introduction. Je tiens à déclarer que bien sûr je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ce qui va suivre, mais en général également. Alors pour changer de paradigme, il faut prendre un peu de temps, et je vais le prendre pour vous expliquer pourquoi il faut changer de paradigme. Et d'abord, revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux dans le diabète de type 2, c'est qu'il existe une association, bien sûr, statistique entre l'hyperglycémie chronique et les complications micro- et macrovasculaires. Comme toutes les études épidémiologiques l'ont bien montré, le diabète, c'est pas bon pour la santé. On est bien d'accord. Donc, vous voyez ici une étude qui montre, par exemple, que les complications augmentent à partir de 9% d'hémoglobine glyquée de façon assez évidente. Donc, naturellement, devant ces résultats, beaucoup ont pensé qu'il suffisait de ramener à la normale l'HbA1c pour éviter les complications. C'est le bon sens habituel qui, malheureusement, en science, est souvent trompeur. Nous allons le voir. Alors, pour bien comprendre le changement de paradigme, il faut se déplacer de la biologie, de la physiopathologie, à la médecine qu'on appelle des risques, et de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie que d'avoir un diabète et une hémoglobine glyquée à 8%. Un homme de 65 ans, par exemple, qui est diabétique de type 2, depuis 10 ans avec une HbA1c de 8%, a un risque dans les 10 ans de 8% d'insuffisance cardiaque, 3% d'amputation, près de 3% de cécité et 14% de risque cardiovasculaire. C'est une équation anglaise. Donc voilà, ça vous met un petit peu le décor. Voilà ce que risque un patient quand il a une hémoglobine glyquée à 8%. Et donc, effectivement, il prend des risques. Il y a bien un problème de santé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe à 7%, au mieux, le même homme diabétique, eh bien, en fait, son risque à 7%, il n'est pas nul. Il n'est pas guéri de sa maladie. Et vous voyez ici, de façon un petit peu exemplaire, que 1% d'hémoglobine glyquée, finalement, on modifie très peu finalement le risque d'insuffisance cardiaque, d'amputation, de cécité. L'amputation passe de 3% à 2,4%. Bon, c'est des estimations. Hein. Voilà. Et en fait, vous avez compris ici que même quand votre diabète de votre patient est à 7%, son risque, il persiste. Et que le bénéfice qu'il a tiré de cette amélioration d'hémoglobine glyquée, d'un point de vue populationnel, il est relativement faible. Alors ça, c'est épidémiologique. Comme toujours en médecine, il faut vérifier que maintenant, en traitant avec des médicaments de façon interventionnelle, on ramène effectivement, on évite ces complications. Et ça a été l'objet de l'étude fondatrice dans le diabète de type 2, qui s'appelle UKPDS 33, publiée dans le Lancet en 1998, qui a en fait bâti, pour ainsi dire, toute la prise en charge des patients diabétiques de type 2 aujourd'hui, et qui cherchait en fait à... donc elle a commencé en 1977, donc c'était au XXe siècle. Il n'y avait pas beaucoup d'autres médicaments à l'époque. C'était un essai randomisé en ouvert, avec 3867 patients. Vous avez les caractéristiques décrites. Pour faire simple, il y avait 3 bras. Il y avait un bras insuline, un bras sulfamide et un bras règle éginodiététique. Le but de ces traitements, c'était à l'époque de viser une glycémie à jeun moins de 1,08 g versus 2,70 g. C'était quand même assez grand à l'époque. Et cette étude, elle a été non concluante. Elle a été arrêtée en 1987 parce qu'il n'y avait pas de différence significative entre les bras. Aujourd'hui, on en resterait là. Mais à l'époque, ils ont préféré continuer l'étude parce que quand même c'était décevant. Et il y a eu ce qu'on appelle un bidouillage méthodologique, statistique, qui est tout à fait décrit dans la littérature. On a rajouté beaucoup de critères, on a fait des analyses multiples. On a rajouté en particulier un critère qui s'appelle la photocoagulation rétinienne. Et puis on a poursuivi l'étude jusqu'en 1996, je crois. Et au final, il n'y avait pas de présentation globale des résultats. À droite, on ne voit rien, mais c'est normal, c'est UKPDS. Vous comprendrez, si vous regardez la publication, c'est très difficile à comprendre. Mais pour le résumer, en fait, au final, dans les groupes traités intensivement, les patients avaient une hémoglobine glyquée à 7%. Et dans les groupes traités conventionnellement, ils étaient à 7,9%. Et il y aurait eu un effet sur les complications microvasculaires, principalement liées aux photocoagulations rétiniennes, aux moindres nécessité de faire appel au laser. Voilà, alors si on regarde les résultats, eh bien, vous voyez que sur 10 ans, pour 100 patients, dans le tableau à droite, eh bien, dans le groupe traité conventionnellement, quand même, 46% des patients ont fait au moins une complication diabétique.
Bien sûr. Ouais, au bout de 10 ans, alors les complications diabétiques, ça pouvait être l'albuminurie, ça pouvait être la neuropathie débutante. Ce n'est pas forcément que des infarctus ou des AVC ou des néphropathies graves. Et donc, à gauche, vous avez le bénéfice hypothétique du traitement intensif, et il était de 41%. Et 41% de patients dans le groupe traités intensivement avaient une complication diabétique, donc une différence de 5%. Et le message fort encore à passer ici, c'est que dans le groupe traité, il y avait quand même 41% de patients qui avaient fait une complication diabétique. Alors, ce résultat, qui est, on va voir, très fragile, il doit être mis en balance aussi avec le fait que pour l'obtenir, avec l'insuline et les sulfamines, vous avez ici le risque d'hypoglycémie sévère, c'est-à-dire nécessitant le recours à un tiers, de 1% dans le groupe diététique, de 6% dans le groupe sulfamide et de 23% dans le groupe insuline. On dit qu'il y a une augmentation de 2300% du risque d'hypoglycémie sévère dans le groupe insuline. Voilà, avec une prise de 3 kg sous insuline et sulfamide. Donc vous avez un bénéfice, somme toute modeste, avec des risques évidents. Sous réserve de nombreux biais, parce que l'étude du KPDS en comportait beaucoup. Alors, depuis KPDS, il y a eu d'autres études après. Accord, on va en parler, qui ont été synthétisées dans une présentation que j'ai faite au congrès de Bordeaux il y a 10 ans, à propos de cette méta-analyse publiée dans le BMJ, qui fait toujours référence, et qui synthétisait l'ensemble des études sur le contrôle intensif de la glycémie. Donc, je vais vous donner les principaux résultats. Donc, grosso modo, il y avait 4 grands essais randomisés qui ont évalué l'effet d'un contrôle intensif de la glycémie, Accord, Advance, VADT, en complément du KPDS. En moyenne, les cibles d'hémoglobine liquide étaient entre 6 et 7% pour le groupe intensif, versus 7 à 8,4% pour le groupe contrôle. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, de façon certaine, ce qui est démontré, c'est que viser une hémoglobine liquide à 6% augmente la mortalité totale et cardiovasculaire. Étude Accord, New England Journal of Medicine 2008, arrêtée. Voilà, c'est la première fois dans l'histoire que qu'on a démontré quelque chose qui était dangereux. Et vous voyez, ces 6% d'hémoglobine liquide ne font pas l'objet de recommandations. Aucune recommandation ne dit de ne pas aller trop fort et pas trop loin. Vous n'avez jamais ça. Il faut baisser d'hémoglobine liquide, alors qu'on a un signal extrêmement fort que d'aller trop bas, ça peut être dangereux. Alors, ce qui est plausible, parce qu'il y a une cohérence entre le diabète de type 1, la physiopathologie, les études d'observation, et puis quelques signaux dans les méta-analyses, c'est que le contrôle intensif réduit un peu les infarctus non mortels, de 15%, réduit la microalbuminurie de 10 à 20%, et 13% la rétinopathie, donc c'est très plausible. Au prix d'hypoglycémie sévère dont je vous ai parlé dans le KPDS, parfois mortelle. Il faut savoir que l'insuline, c'est la deuxième cause d'hospitalisation médicamenteuse chez le sujet âgé, après les AVK. Il y a eu des signaux comme des hospitalisations plus fréquentes avec le contrôle glycémique intensif dans Advance. Et puis, bien sûr, ce qui est plausible et évident, c'est que quand le patient est symptomatique, traiter l'hyperglycémie évite les complications métaboliques. Donc ça, c'est évidemment pas remis en question. Et ce qui n'est pas démontré, ce qui n'a pas été trouvé, c'est que viser une hémoglobine à 7% n'a pas apporté de preuve de bénéfice sur la mortalité totale, ni cardiovasculaire, et pas de preuve sur les complications cliniques graves, comme les AVC, les cécités, les amputations, la dialyse et la neuropathie, qui n'est pas grave, mais voilà, c'est bon à signaler. Donc voilà, ça c'est l'état des données de la science dans ce qui concerne le contrôle glycémique. Donc finalement, si on résume, c'est pas la normalisation de l'HbA1c, contrairement à ce qu'on pouvait espérer, ne réduit pas énormément les complications. Au mieux, elle réduit de 20% les événements rénaux, mais de type néphropathie à albuminurie. Un exemple, si le risque est de 6% par an, avec une hémoglobine à 10%, alors on peut espérer une réduction à 4,8% de ce risque par an. Il y a une diminution de 13% des événements ophtalmologiques rétinopathie, mais sans un bénéfice sur la cécité, au prix de 133% d'augmentation du risque d'hypoglycémie sévère. Voilà, donc pas de preuve formelle claire et nette d'un bénéfice supérieur à des risques. Et si on veut être raisonnable, viser une hémoglobine glyquée non pas en dessous de 7, mais entre 7 et 9,
paraît raisonnable, même sans preuve, et pas avec n'importe quel médicament. Et pour valider un petit peu ça, voici une étude de cohorte qui a été publiée dans le Lancet en 2010, qui fait un lien entre l'association entre la mortalité totale et l'HbA1c. Et on s'aperçoit qu'entre 7 et 9, pour les sulfamides à gauche ou pour l'insuline à droite, eh bien c'est là que le taux de mortalité est le plus bas. Il y a une fourchette qui est tout à fait acceptable pour la plupart de nos patients. Donc, qu'on appelle le paradigme de l'approche glucocentrée, c'est-à-dire viser une cible, est remis en question par les données de la science. On peut dire que le mieux est l'ennemi du bien, une baisse modérée du risque de complications diabétiques au prix d'effets indésirables parfois sévères. Que cette approche glucocentrée, elle nous fait empiler des médicaments pour diminuer l'HbA1c. Après la metformine, vous mettez des sulfamides, vous mettez l'insuline. En fait, vous êtes dans une escalade thérapeutique dont les risques s'accumulent, surtout chez le sujet âgé. La polymédication, c'est un vrai problème. Et puis, ça nous détourne, on verra, de traitements peut-être potentiellement plus efficaces, comme les statines et les IEC. Et puis surtout, comment on peut diminuer cet HbA1c avec des médicaments dont on ne sait même pas s'ils apportent un bénéfice? Les sulfamides, les glitazones, la carbose, les inhibiteurs d'ADPP4, on appelle les gliptines, la metformine, n'ont pas prouvé d'efficacité clinique aujourd'hui. Donc on est bien embêté avec cette approche glucocentrée parce que finalement, on n'a pas beaucoup de preuves. Alors, ce changement de paradigme, nous y voilà. Le conseil scientifique du CNGE, effectivement, depuis 2012, l'avait déjà évoqué. C'est intéressant de voir qu'en 2012, traitement médicamenteux du diabète de type 2 dans son trop d'incertitudes, de nouveaux essais cliniques indispensables. On a été déjà avant-gardiste sur le sujet, puisqu'on avait réclamé des essais qui sont arrivés 5-6 ans après. Et voilà, vous pouvez retourner dans les avis du conseil scientifique pour comprendre ce que le conseil scientifique exprime depuis 10 ans. Alors, la première étude qui va nous faire changer de paradigme, c'est l'étude HOPE, publiée en 2000. Donc, vous voyez, ça fait presque 20 ans. Donc, ce n'est pas nouveau, ce changement de paradigme. On aurait pu l'évoquer depuis longtemps. L'étude HOPE, c'est un essai randomisé en double insu de très bonne qualité méthodologique, globalement, qui évaluait le ramipril à la dose de 10 mg versus placebo chez des patients à haut risque, de 66 ans, normaux tendus, mais bien sûr avec un haut risque cardiovasculaire. Le risque dans le groupe placebo était de 16% à 10 ans, c'est-à-dire donc 8% à 5 ans, ce qui est assez considérable. Mais les résultats ont été assez spectaculaires puisqu'on peut simplement montrer qu'il y avait une baisse de la mortalité totale, de la réduction de la mortalité cardiovasculaire et également des AVC et des infarctus. Pour le sous-groupe des patients diabétiques, dont un tiers avait de la microalbuminurie, donc 2 tiers n'en avaient pas, 2 tiers n'avaient pas de néphropathie, ils étaient un peu plus hypertendus. En tout cas, on avait une réduction de la mortalité totale de 24%. On exprime un NNT, c'est-à-dire un nombre de patients à traiter pour éviter un mort, était de 45 sur 4-5 ans. Une réduction relative de la mortalité cardiovasculaire de 37%, une réduction d'AVC de 33%, une réduction du risque de néphropathie de 24%. Et ça n'avait jamais été vu avec un médicament antidiabétique. La deuxième étude, c'est HPS pour les statines, publiée en 2002 dans le Lancet. Pareil, un essai en double insu, simvastatine, 40 mg versus placebo, auprès de 20 000 patients, suivis pendant 5 ans, donc 64 ans, le cholestérol à 1,3 g de LDL, donc pas énorme, ils n'étaient pas dyslipidémiques, plutôt une tension relativement proche de la normale. Bien sûr, des patients à risque également, puisque le décès cardiovasculaire dans le groupe placebo était à 9%. Et bien de la même manière, l'étude globale a montré une réduction de la mortalité totale de moins 13%, de la mortalité cardiovasculaire de 17%, d'AVC de moins 25% et d'infarctus de moins 27%. Chez les diabétiques de type 2, comme chez les non-diabétiques de type 2, un peu comme dans HOPE, en fait, le fait d'avoir du diabète ou pas ne modifiait pas les résultats de l'efficacité du ramipril pour HOPE et de la simvastatine pour HPS. Et ça, c'était déjà le début du changement de paradigme. Parce que chez les patients diabétiques de type 2, nous avions déjà 2 médicaments, 2 classes qui avaient démontré un bénéfice conséquent pour ces patients.
Et c'est pour ça que le changement de paradigme, il faut simplement revenir à l'EBM, il faut revenir aux objectifs thérapeutiques cliniques et de l'appliquer aux patients. On raisonne en quels sont les risques de mon patient, quels sont les risques liés au diabète de type 2, on peut calculer son risque à 10 ans. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut éviter prioritairement? Est-ce qu'il veut éviter les complications microvasculaires, de mourir, les AVC? C'est un peu à lui de décider avec vous. Et quels sont tous les moyens que nous avons à notre disponibilité, à notre portée, pour essayer de répondre à ces objectifs? Donc les moyens qui ont démontré clairement un bénéfice, et puis avec quelle quantité de bénéfices et de risques. Et attention, quels médicaments ont prouvé pour ce patient? Est-ce que je peux appliquer les résultats de ces essais à mon patient? Voilà, tout ça dans une décision médicale partagée. Alors, c'est presque fini. Donc voilà, le changement de paradigme, en fait, c'est simplement de privilégier les médicaments qui sont efficaces. Donc il n'y a rien de nouveau, en fait. Efficaces cliniquement. Et en fait, dans le diabète de type 2, vous n'en avez pas des milliers. Vous avez les statines. La simvastatine est un des grands médicaments, mais la torvastatine a aussi montré des choses, la rosuvastatine aussi. Donc les statines, globalement, ont démontré un bénéfice. Et la simvastatine sur la mortalité totale, il y a quand même très peu de médicaments qui ont démontré ces bénéfices-là. Les IEC, évidemment, traiter l'hypertension artérielle, évidemment. Et puis, bien sûr, on va en parler, des nouvelles classes qui arrivent, en particulier les agonistes du GLP-1 avec le liraglutide et le dulaglutide. Alexandre nous en parlera un peu mieux, avec des réductions de risque cardiovasculaire de 12% environ, avec ces molécules. Et puis des glyphosines, et ça, je vais laisser la parole au professeur Marie Essig qui va nous dire de cette révolution qui arrive. Voilà, l'important n'est plus de contrôler l'HbA1c à tout prix, mais de traiter le patient avec un ou des médicaments efficaces pour lui, et s'il le souhaite. Pour finir, parce que le temps passe, ne pas perdre de vue, dans ce raisonnement EBM, qu'il faut bien vérifier si la démonstration des bénéfices des médicaments sont applicables à mon patient. Parce que l'exemple de l'aspirine en prévention primaire et en prévention secondaire est assez éloquent. C'est pas parce qu'un médicament est efficace en prévention secondaire qu'il l'est en prévention primaire. Et comme un médicament a des risques, il est très possible que quand le patient est à bas risque, les effets indésirables l'emportent sur les bénéfices éventuels. Donc, raisonnez toujours en termes d'applicabilité des essais à mon patient. Le cas de l'aspirine, donc ça c'est le dernier communiqué du CS, le fait qu'il n'y avait pas besoin d'aspirine chez les patients en prévention primaire, y compris diabétiques. Voilà, donc revenons à l'EBM vrai. L'approche glucocentrée, elle est opératoire et simpliste. Elle ne repose pas sur les preuves, elle peut détourner des traitements efficaces en se focalisant sur l'HbA1c. Elle ne permet pas de rentrer dans la décision médicale partagée. Il faut être à la cible. Elle ne donne pas une information claire et loyale sur les bénéfices-risques. Alors que l'approche réduction de risque, elle est un peu plus difficile à comprendre pour un patient, parce que c'est une approche populationnelle, mais elle est plus conforme aux données de la science, plus clinique. Elle s'intéresse aux critères importants pour les patients. Elle permet la décision médicale partagée, en exposant bien les bénéfices et risques de chaque traitement. Elle est réaliste, parce qu'en fait, le message important, c'est qu'un traitement qui diminue de 20% un risque signifie que le patient garde 80% de ce risque. Merci pour votre attention.